Voilà, donc l'objectif de ce soir, c'est bien de se poser ces questions-là, qui sont des questions politiques avant d'être des questions techniques. À la fois, qui peut vivre à Pantin aujourd'hui et qui pourra vivre à Pantin demain? Est-ce que ça sera uniquement une ville de riches, c'est le thème de la soirée, ou est-ce qu'on veut et on peut poser comme exigence citoyenne que Pantin reste une ville diverse, une ville mixte, qui puisse accueillir des populations variées? Et puis aussi, la deuxième question, c'est pour ceux qui habitent déjà là, dans quelles conditions on vit ici? Est-ce qu'on a tous un beau cadre de vie ou est-ce que les beaux endroits sont réservés à certains? Est-ce qu'on vit dans un cadre de vie dégradé, insalubre? Est-ce qu'on respire aussi ici, d'une manière générale? Voilà, habiter, c'est pas seulement se loger. Voilà, donc sur tous ces sujets, Newton Pantin a défini deux orientations qui restent assez vagues, qu'il faut creuser, qu'on va creuser ce soir avec vous. Il y a l'idée que les anciens Pantinois doivent pouvoir rester, mais ensuite comment, dans quelles conditions de logement, de cadre de vie, d'accueil, de services publics et de cohabitation avec les populations nouvelles. Et puis il y a aussi l'idée que Pantin doit être une ville ouverte à tous. Donc à tous, ça veut dire à qui aura quelle place dans la ville. Et puis quelle ville on imagine demain, quelle place pour toutes les classes sociales dans cette ville, depuis les primo-arrivants en situation de migration jusqu'aux personnes plus aisées, les classes populaires, les classes moyennes, etc. Voilà, donc c'est pas des sujets du tout simples à trancher politiquement, même entre collectifs de personnes qui ont l'impression de partager des valeurs. Donc c'est l'objectif de ce soir d'en discuter. Nous sommes Pantin. On n'est pas des Pantins. Nous sommes Pantin. On n'est pas des Pantins. Et un des sujets qui ressort assez fort, c'est que les loyers sont trop chers. On voit aussi à droite à gauche, un peu partout, dans le logement ancien sans doute ou social, des questions d'insalubrité. On voit rats, souris, mauvaise isolation, etc. Après, si on regarde un peu plus par quartier, on voit qu'au Courtillère, tout au nord de la ville, il y a un vrai sujet isolement. Pas de commerce, pas de marché, pas de médecin, faible accessibilité en transport, pas de lieu ouvert. Il y a aussi une inquiétude sur les projets de rénovation urbaine, qu'est-ce qui va se passer. Au niveau des quatre chemins, il y a beaucoup de sujets qui reviennent sur le logement insalubre et les marchands de sommeil. Comment lutter contre les marchands de sommeil sans exclure les populations qui ont par là, enfin qui peuvent vivre ici parce que aussi c'est pas trop contrôlé. Au nord du canal, il y a aussi des sujets prix, logement, loyer qui ressortent. Si on regarde à Auch, le long du canal, il y a plusieurs personnes qui ont là peut-être encore plus qu'ailleurs, mais comme partout dans la ville, pointé la question des logements trop chers, mais aussi de pour qui sont construits les logements tout le long du canal. Il y a à la fois des gens qui disent que c'est beau le canal, et en même temps que les logements qui sont construits sont chers et inaccessibles aux classes populaires, qu'il y a aussi des espaces publics qui sont chers, comme la place avec les Dock Bay. Voilà. Et puis si on regarde vers Auch, il y a aussi des sujets pas mal habitat un peu anciens, avec des questions d'isolation, de prix chers, élevés. Et peut-être un quartier qu'on connaît peut-être un peu moins pour certains. Si on regarde au sud de Raymond-Queneau, là il y a un endroit où il y a plein de petites maisons, et là on a des constats un petit peu inverses du reste de la ville, où on nous dit qu'il y a peu de mixité sociale, que c'est mignon, voilà, mais que c'est peut-être un endroit un peu plus réservé à des populations plus aisées ou à des classes moyennes. Voilà, donc c'est peut-être si on regarde les constats qui ressortent un peu par quartier très rapidement. Est-ce que est-ce que vous voulez rajouter des choses? Alors moi je voudrais parler d'une problématique qui sont les HLM de Pantin. C'est environ 9400 exactement, dont 6000 Pantin Habitat. Dans 6000 Pantin Habitat, on a 4000 des Courtilières. Alors, il y a une tendance depuis 4-5 ans à laisser se dégrader. C'est-à-dire avant, il y a 4-5 ans, quand il y avait dégradation, il y avait rénovation tout de suite. C'était la politique. On laisse pas se dégrader, on reprend tout de suite l'espace et on reprend le milieu. C'est un peu cette idée-là. Là, ça se dégrade complètement. C'est-à-dire que les incivilités, c'est vrai qu'il y a des incivilités, avant, ils étaient réparés. Les lumières, les cages d'escalier peints, surtout les parkings, je ne sais pas ce qui se passe, c'est vrai, des choses assez graves. Et donc, depuis 4-5 ans, on n'a plus rien. Ils ont tendance. Alors, c'est dire pourquoi. On se pose la question, est-ce que Pantin Habitat
est déficitaire. Non, Pantin Habitat n'est pas déficitaire. Pantin, c'est la seule ville, c'est une des seules où il y a 5% de personnes de mauvais payeurs. 5%. Bobigny, c'est 25%. La Courneuve, c'est 35%. 30 à 35%. Donc, Pantin, non. Pantin, la classe ceux qui habitent au PHLM payent leur loyer. Alors, on a de plus en plus. Alors, les travaux se dégradent. Les gens qui font ces travaux, c'est la sous-traitance. Il y a des gens qui viennent en costume pour faire des toits, par exemple. Moi, c'est ce que j'ai vécu au sein du PHLM des parents. L'augmentation des loyers augmente. L'eau, les charges augmentent. Alors, on arrive à un moment où on rattrape ce qu'on appelle l'HLM. Le bas HLM rattrape la HLM moyenne. Donc, c'est une vraie problématique. On vit aussi l'insécurité. Donc, qui dit dégradation, forcément l'insécurité. Donc, ça va avec, quoi. Et là, depuis 4-5 ans, on a ça. Et on comprend. Et j'ai posé la question pourquoi les investissements sont arrêtés. L'idée, c'est qu'on appelle c'est faux. Quel quartier, excuse-moi Dans les quartiers, tu vois, moi je suis sur Hoche, t'as Scondici, t'as Setterpan, le quartier Setterpan, qui est laissé à la vente totalement. Setterpan, il y a une rue qui fait 150 mètres, c'est le trafic de drogue, c'est le carrefour du trafic de drogue. C'est les salles comme ça. C'est le seul coin près de ce qu'on appelle le triangle, pas trop loin du triangle, qu'on appelle le triangle d'or. Donc le triangle d'or, c'est le canal, Étienne Marcel, et au bout du dock. Et on a aussi les quartiers chics, un peu, c'est Charleret, en haut de Pantin. Donc ces Pantins-là, vous voyez la différence? Eux, ils ont des pistes. Moi, je te demandais quel immeuble HLM. Ah, 19 rue Étienne Marcel, Zacoche. Certainement, il y a très peu d'HLM, donc c'est pas la même question. Non, je te parle des façons. Alors, les HLM, je te parle, c'est la ZAC. Non, les HLM, je te parle, c'est la ZAC Hoche. Au milieu de, tu vois, le centre commercial. Parce que tu as parlé de Scondici aussi. Oui, je parle de Scondici, c'est un peu la même idée, c'est Pantin Habitat, quoi. Oui, non, mais Pantin Habitat, ils sont courtières aussi. Et la question, c'est de savoir, enfin, moi, je pose la question parce que savoir si c'est un constat sur tout Pantin Habitat ou sur ta résidence. Non, voilà. C'est Pantin Habitat, j'ai bien dit, c'est une politique de Pantin Habitat. En tant que locataire, et raconter un peu ma petite expérience depuis que je suis arrivée à Pantin en 2018. Le premier appartement que j'ai eu, en fait, il était très humide et j'ai dû en partir de lassitude par rapport à la propriétaire qui faisait rien. Et en fait, j'avais beau lui demander de faire des choses, elle faisait rien. Et du coup, j'ai changé d'appartement, 2 rues plus loin. Et en fait, à nouveau, maintenant, j'ai des problèmes, et notamment d'insalubrité dans la cage d'escalier où il pourrait y avoir des problèmes au plomb. Et après moult plainte auprès de mon assurance, enfin ils m'ont expliqué qu'en fait je pouvais aller à la mairie pour faire un signalement. Et du coup en fait c'est vraiment, en fait il n'y a pas l'information qui circule pour les locataires pour savoir ce qu'ils peuvent faire et quels sont leurs droits. Et même quand on va dans ce genre d'endroits qui sont des choses qui sont dédiées pour les locataires, en fait on voit qu'ils protègent les propriétaires et notamment les propriétaires abusifs qui mettent en danger la sécurité des locataires. Et donc moi j'en ai ras-le-bol. Dans un article du Parisien il y a un mois, en fait il faut qu'il y ait des choses qui se fassent localement, il faut que ça dépasse le truc local. C'est vrai à Aubervilliers, c'est vrai à côté, à Oulina, à Romainville, surtout de la première couronne. Donc il se pose la question de comment on s'organise, on organise les collectivités, mais pas seulement, la résistance à la spéculation immobilière. Aujourd'hui, la spéculation, elle est alimentée par... elle est très spéculative à Paris, et c'est notamment tout ce qui se passe autour de Merci. Airbnb. Et donc du coup, ça s'étend. Et évidemment, les populations d'ici seront chassées plus loin. Et comme on construit beaucoup ici, en ce moment, avec une idée qui était écolo au départ, qui était de dire qu'il fallait éviter l'étalement urbain, en fait, on fait que repousser l'étalement urbain. C'est-à-dire qu'on fait qu'en sorte que les gens viennent ici, et puis après, pour pouvoir s'étendre, être plus nombreux dans la famille, et pour toutes les couches populaires de Pantin, il faut aller plus loin pour acheter. C'est-à-dire que la politique de densification telle qu'elle se déroule aujourd'hui, elle contribue à la spéculation. C'est là où il y a vraiment un coup de frein à mettre et il faut dire arrêtez. Pour l'instant, faites un moratoire, regardez ce qui se passe, quoi. Il y a cet aspect-là, et puis en même temps, il faut porter des revendications au niveau régional pour qu'il y ait un établissement public foncier régional. Il y en a un qui existe, c'est celui qui commence à acheter des choses juste à côté de l'établissement public. Si on est chez l'EPF, ici, tu es chez l'EPF, voilà. Donc cet établissement public foncier,
Il faut qu'il y ait une politique qui permette de baisser le coût du foncier et de cette façon-là, ou comme à Paris, j'essaye de terminer dans les 2 minutes, ou comme à Paris, de sortir le prix du foncier de la construction de telle façon à pouvoir relancer un habitat social, que ce soit pour ceux qui veulent acheter un habitat d'accession sociale ou un habitat social à un prix qui sorte à un prix d'habitat social. Parce qu'aujourd'hui, des HLM construits à Pantin ne sortent pas à un prix d'habitat social. Un heureux hasard, en fait, je me suis retrouvé propriétaire d'un logement à Raymond-Queneau. Et en fait, je voulais quand même qu'on discute d'un sujet qui est quand même extrêmement grave, c'est la vitesse à laquelle les prix augmentent sur Pantin. Parce qu'en fait, quand ils augmentent dans l'achat, ils augmentent dans la location. En fait, il y a une corrélation qui est immédiate. Et je pense qu'il faut bien prendre la mesure en fait, de la vitesse à laquelle les prix du foncier et du logement du coup, augmentent sur Pantin. Pour vous donner une idée, je suis sur Pantin depuis un peu moins de 2 ans. Donc, je suis arrivé en avril, début avril 2018. Nous sommes en janvier 2020. D'après les estimations que j'ai faites ça et là, un peu en regardant quelle est la réalité du prix actuel du mètre carré, mon bien à moi, il a pris 20% en moins de 2 ans. Donc, ce qui indique quand même que d'ici 10, 15, 20 ans, si on continue à avoir un maire, une interco et du coup une métropole qui accompagne avec grand enthousiasme la flambée des prix de l'immobilier, parce que du coup en fait on accueille des Parisiens qui n'ont plus les moyens de payer leur logement sur Paris, dont je fais partie d'ailleurs, ce qui va se passer, c'est du coup ce qui s'est passé sur Paris sur les 20 dernières années, à savoir que les prix ont triplé sur certains quartiers. Donc c'est là où il faut bien prendre quand même, je pense, la mesure de la gravité de la situation et de l'urgence d'avoir quelqu'un qui, à la mairie, ou ailleurs d'ailleurs à l'Interco, ou également après dans les nouvelles instances qui vont se mettre en place, met tous les moyens en œuvre, légaux, ou pas légaux d'ailleurs, parce qu'on peut très bien prendre des arrêtés qui ensuite sont classés par la justice, mais en tout cas l'idée c'est simplement de se mettre dans une posture de résistance par rapport à une dynamique qui est en train de manger l'intégralité de la métropole et qui a vocation à en expulser purement et simplement les classes moyennes, inférieures et les classes populaires. Moi je voulais juste apporter mon témoignage personnel en tant qu'habitant de Pantin qui voit les prix augmenter à un rythme qui est proprement effrayant. Nous sommes Pantin. On va dire qu'ici, on va discuter logement social, donc quartier HLM. Là, on va discuter rénovation urbaine, grand projet de rénovation, et puis place des habitants dans ces grands projets. Là-bas, à petite table ronde, on va discuter de gentrification, hausse des prix, dans le logement privé notamment. Et puis là-bas, au fond, on va discuter notamment logement insalubre. On avait tellement mal. Même les portes s'est cassée. Quand tu rentres dans le hall, c'est cassé. Il y a les petits jeunes qui font des... Avant, il y avait les petits jeunes qui fumaient le bonbon là. Ah oui, j'avais peur. Tout au début, je rentrais à Bois en 2012, j'avais peur. Ils fumaient le bonbon. Les carambars, on appelle ça. Et comment ça s'est passé pour que Extension intervienne par rapport au problème des rats? Parce qu'on a respecté vers le gardien. Ah, c'est le gardien qui a... Oui, oui. Parce qu'il y avait les... Non, excuse-moi. Il y avait les jeunes qui fumaient les bonbons. D'accord. Les soins, on ne pouvait pas dormir. D'accord. On a été voir le gardien, ils ont enlevé... Il y avait un bon là. D'accord. Ah oui. Ils ont enlevé. Maintenant, les jeunes ne fument plus leur bonbon. D'accord. Et tout ce qui est humidité... Non, moi ça va. C'est l'entrée, quand tu rentres l'entrée, ils cassent les portes. Même les codes. Tu as ton nom, ils te cassent. On ne peut rien dire, nous. On peut rien dire. En fait, vous n'avez pas une amicale de locataires? Vous n'êtes pas regroupé dans une association? Non, moi je suis à CLM. C'est avec Clémence Roy. D'accord. Qu'est-ce que ça fait? C'est amicale de locataires. Ah oui, d'accord. Voilà. Alors, moi, Pantin, je ne suis pas propriétaire, je suis né. En fait, c'est le logement de mes parents qui sont conservé. C'est nouveau depuis 2011. C'est un vieux logement. C'est moi qui fais les travaux. Donc, la problématique que je vois, c'est que j'ai des voisins qui sont pas logement social, c'est un vieil immeuble.
des voisins qui s'en vont parce qu'il y a des travaux qui sont à faire, qui n'ont pas forcément les moyens de faire ces travaux-là et qui sont remplacés peut-être par de nouveaux arrivants, ce que disait Yazid tout à l'heure, qui viennent de Paris, qui n'ont pas les moyens de se loger à Paris, peut-être des moyens supérieurs aux occupants actuels, qui auraient peut-être les moyens de faire des travaux. Alors pour éviter cette substitution, comment dans les logements privés pourrions-nous aider les propriétaires, petits propriétaires à effectuer les réparations, alors que ce soit pour l'insalubrité, mais aussi l'isolation de vieux logements. Quelles aides, que pourrions-nous apporter? J'ai la main, pardon. Pierre? Alors, j'ai entendu parler d'une pratique qui consiste justement sur l'immobilier, à séparer, en fait, à ne pas faire quand tu l'achètes, à ne pas payer le foncier. Et tu payes juste je sais pas comment dire, le bâti en fait. Et ça, c'est une nouvelle pratique qui permet de faire baisser le prix d'achat du logement. Je crois que c'est aussi associé à un bail de 99 ans, quelque chose comme ça. C'est passé là 2 mois. Ouais, voilà. J'ai entendu parler. Oui. Moi aussi, on m'a parlé de ça. Mais moi, j'avais vu ça dans l'habitat participatif, en fait. Pas mal dans l'habitat participatif, tu sais, où les gens achètent, enfin, justement, ils se regroupent, mais ils n'achètent pas, effectivement, ils deviennent pas propriétaires, mais ils payent chacun un ratio d'argent, mais qui n'est pas forcément le prix de l'immeuble. Ils ne veulent pas devenir propriétaires, et après, ils peuvent... alors après, je ne sais pas comment ça se passe légalement, juridiquement, mais moi, j'avais entendu ça dans des techniques d'habitat participatif, pour les regroupements. Il faut certainement un montage juridique particulier qui est associé à ça. Est-ce que la mairie peut, comme ça, racheter en fait un immeuble de manière classique et proposer ensuite alors ce serait pas tout à fait du logement social, enfin ce serait de l'achat social, c'est-à-dire que la mairie garderait le foncier et proposerait ce type de prix de vente pour 99 ans, et ce qui permettrait de faire chuter le prix localement et de rendre davantage abordable pour les populations avec mais là, et avec en plus la mairie à la présentation, elle peut préempter avec un projet de logement fort de ce type-là, en disant on va préempter, on va racheter des bâtiments et on va proposer par ce système-là des prix d'achat C'est du... Alors la logique en même temps, si je peux compléter, je crois que les personnes qui sont si elles revendent, il faut qu'elles revendent à quelque chose au niveau de moyens, etc. Et ça, c'est une loi qui est passée, je crois, c'est assez récent, parce qu'à Paris, ils commencent à faire ça, c'est un levier fort, hein, parce que logiquement, la mairie, vraiment, avec la fondation... Après, par rapport à... Alors, pour aller sur notre sujet, moi, la question c'était est-ce qu'il y a eu beaucoup de Airbnb à Pantin, parce que c'est quand même un impact sur les coûts du loyer, sur la spéculation, et il y avait aussi un temps à Pantin, je crois que le maire, lorsqu'il y avait des promoteurs qui vendaient, il imposait un Pantinois qui voulait acheter dans les immeubles. Alors chez nous, ça existe toujours, si ça a été mis en place ou si c'était leur fumage. De quoi aussi, à une époque, le maire disait, lorsqu'on était Pantinois, qu'on voulait acheter dans un construit par un promoteur, le promoteur était tenu de vendre à un certain prix. Oui. C'était des mesures spécifiques pour les Pantinois à l'accession. Alors je ne sais pas si ça existe toujours. Je crois qu'il y a toujours des trucs. Et est-ce qu'il y a eu un autre aussi aspect, lorsqu'un promoteur construit, est-ce qu'il est toujours tenu de réserver un pourcentage des appartements au logement social? Ça, est-ce que ça existe toujours? Je ne suis pas certain. Ça existe toujours, mais je ne sais pas si ça applique. Voilà, qu'est-ce qu'on appelle logement social? Oui, c'est ce qu'on appelle logement social. Quelle catégorie? Les 3 catégories de l'administration. Il y a du faux logement social. Ouais, tout à fait.
Bah, moi je me suis notée. En pareil que Guillaume, j'habite donc je suis locataire dans le privé, donc ça coûte plus d'un tiers, la moitié de mon salaire va dans tout ce qui est logement en fait. Donc je me fais un peu avoir, mais c'était un logement à Église, il y avait une cité sociale. Enfin, vraiment je venais de Paris, donc du coup ça m'avait impressionné en fait de voir que de le vivre. Et en 6 mois, même pas un an, la moitié a changé quoi. Les familles alors je sais pas si elles ont été relogées ou pas, mais je sais pas, elles ont toutes disparu. Il y avait des familles étrangères, c'était les enfants et tout. Et en fait, et deux gens et en fait ça a été racheté et c'est des jeunes, soit des jeunes couples, des jeunes propriétaires, soit des étudiants qui louent. Mais c'est plus tout pareil quoi, c'est blanc. Et puis les voisins, ces bâtards, ils ont spéculé, ils ont fait des travaux et c'est Airbnb tous les jours, j'ai des nouveaux voisins en fait, donc c'est cool, je peux faire du bruit, ils me plaindront pas, mais c'est horrible parce que lui m'avait expliqué que leur jeu c'était spéculer et ils achetaient des appartements, c'est des petits propriétaires quoi. Et du coup ça m'a choqué en fait que vu le problème du logement, qu'ils aient le droit et qu'ils le fassent et qu'il n'y ait pas de contrôle, alors que je sais pas, et du coup tu peux les balancer. Voilà, surtout vu les profils de famille là-bas, tu fais en moyenne 5 habitants dans le social, très social, plutôt grande famille. J'irais encore plus, moi, à Hoche, là, mais dans mon moyenne, je parle de moyenne. 9 dans un appartement, les 3. Non, là, c'était les grands-parents qui avaient hébergé leurs enfants et leurs petits-enfants, tu vois. 9. Oui, non, mais 9. Il y a je trouve des logements à Trappes, 4 familles de mais je parle de moyenne. Dans les moyennes, tu as quand même aussi beaucoup de vieux qui sont tout seuls dans une pièce et ça fait baisser la moyenne. Qui a été dit et moi je trouve qu'en fait à 4 chemins on a bien observé ce changement qui a commencé à printemps, église, etc. Mais depuis peu ça arrive même vers les quartiers populaires. Je trouve que la preuve la plus évidente était, je ne sais pas si vous avez remarqué, l'arrêt de bus qui est juste à côté du métro. En fait, il est plus en usage, il est hors service depuis 1 an, 2 ans, et il est comme ça dans une situation pas possible. Actuellement, c'est devenu une poubelle. Et moi, j'ai l'impression que vraiment la mairie est au courant de tout ça et utilise en fait l'espace public pour pouvoir construire une perception vraiment insalubre, sale, etc. pour pouvoir vraiment changer la population locale et amener une autre. Ce qu'on dit toujours, voilà, que ça dépend des mairies et des politiques des partis, mais en fait moi je trouve que les mairies communistes sont très bien au courant de ce qui se passe et en fait ils contribuent quoi. Et donc je suis tout à fait sûre que cette politique de gentrification, la mairie elle est au courant, le maire est au courant voilà, il fait rien contre et au contraire quoi. Après si vous lui demandez officiellement, ils vont sortir voilà, logement social, on a tel, etc. Ils vont sortir des chiffres et des évidences, mais en fait dans la pratique ça n'est pas vrai et c'est à nous en tant que la population de résister par tous les moyens qu'on a. Voilà, ici ce soir-là, je remercie les organisateurs. C'est un bon début de résister, de trouver les moyens de résister, voilà, parce que c'est pareil partout quoi. Résister comment? Par plusieurs moyens. Enfin, on peut faire des manifestations. Déjà, il faut être plus nombreux, il faut faire des porte-à-porte, j'en sais rien, il faut faire plus d'affiches, il faut aller au marché, il y a énormément de moyens. Je
juste pour préciser ta pensée, tu dis qu'il laisse se dégrader effectivement l'espace, par exemple, public au 4 chemins. Plus qu'il laisse Ah oui, non, mais je vois très bien. Non, mais pour préciser ta pensée, il laisse se dégrader volontairement, d'accord ? Oui. Pour faire quoi ? Pour faire une spéculation. C'est-à-dire pour racheter, non mais je voulais préciser ta pensée, pour qu'ils puissent racheter à bas coût des immeubles qui se vident, c'est ça ? D'accord. Notre bâtiment est un exemple en fait. D'accord. Les gens, mais oui, c'est pour préciser, je pense qu'on n'a pas bien compris. Voilà. Donc en gros, donc le quartier se dégrade, donc les gens s'en vont, essayent de s'en aller. Donc le prix baisse. Et donc ils rachètent à pas prix et après ils refont un truc pimpant, super bien et après ils rénovent. Voilà, c'est ça ton idée. Non, mais c'est pour que tout le monde la comprenne bien. L'eau. Parce que je me demande si on peut tester l'eau. Parce que la première fois dans mon premier logement, l'eau elle avait clairement un goût bizarre, quoi. Tout était neuf, machin, et ça sentait qu'il y avait des goûts bizarres dans l'eau. Et là, pareil, l'eau, moi je sais pas en fait si les canalisations elles sont bien, s'il n'y a pas des problèmes d'eau en fait. Et comment on se fait pour savoir tester l'eau et tout ça, quoi. En fait, en gros, ce qu'on dit, c'est que il faudrait qu'on puisse avoir des interlocuteurs pour faire expertiser l'eau, est-ce qu'elle est potable, c'est un concept juridique en fait. Oui, mais c'est clair. Il y a un guichet qui dit, bah voilà, en tant que locataire, vous avez tel levier d'action pour pouvoir les activer en fait. Oui, mais enfin, c'est aussi ne pas forcément suivre forcément le droit et avoir des espèces d'associations de locataires. Oui, ben moi j'en ai rien à faire. C'est avoir des espèces d'associations de locataires où là on décide que collectivement on va pas payer le loyer et on va faire pression par ce seul moyen-là. La grève de loyer. Oui, mais parce que sinon en fait c'est pas possible. Les propriétaires ils en ont rien à faire. Ce qui est de droit, ils ne les forcent à rien du tout. Ils peuvent même vous laisser une porte qui ressemble à une planche de bois avec un mini verrou dessus qui ferme à peine et vous êtes à l'air libre en fait et en fait ils peuvent faire ça et ils sont permis par la loi de ne pas vous protéger face au vol et à ce genre de choses. Et moi j'étais comme ça à Lyon et c'était de la folie en fait. Le droit protège trop les propriétaires, c'est un truc de fou. Et les médias, moi je sais que c'était sur Paris, c'était pas sur un logement insalubre, c'était une copine qui était son appartement. Et en fait, le propriétaire avait dit qu'il y avait des meubles de sa cuisine en fait, qui étaient pourris quand elle est arrivée et qui ont voulu lui faire payer, donc sortir de sa caution quand elle a quitté l'appartement. Elle a fait appel à un médiateur et le médiateur, même si elle avait un dossier qui était bien, et ben le médiateur a pris le parti du propriétaire. Donc tu dis aussi qu'au niveau des institutions de médiation, en fait, et ben, elles vont du côté du propriétaire. Même moi là, alors que j'ai des problèmes et tout ça, j'ai pas le droit de pas payer mon loyer. Je suis censée le payer. Et j'ai décidé de pas le payer ce mois-ci parce qu'en fait, ils m'ont pas donné le montant des charges. Je paye 80 € de charges par mois, ce qui est excessif par rapport à 24 mètres carrés, quoi. Et du coup, j'ai aucune preuve de à quoi servent ces 80 € par mois. Ça fait 960 € par an. Ça fait presque 2 loyers. Et en fait, moi, ça m'empêche aussi d'avoir accès à certaines aides parce que les aides elles se basent sur le prix du loyer et pas le prix du loyer plus les charges, les appels notamment. Et je trouve ça fou et genre il y a en fait ils se font de l'argent avec les charges. Oui, c'est pour ça que j'ai pas payé le loyer parce qu'ils l'ont pas fait. Opacité sur les charges. Ouais. Ils l'ont jamais fait. Bah moi je suis là depuis 1 an et demi et ils l'ont pas fait. On a un exemple sur Pantin où la mairie elle est allée jusqu'à prendre un arrêté ou quelque chose comme ça. Bah oui, je suis sûr, il y a quand même pas mal de insalubres qui ont sauté. Ce qui se passe, c'est que c'est ce que je te disais, c'est que c'est un chemin de croix, honnêtement, parce qu'effectivement le droit aujourd'hui est ensuite, c'est-à-dire qu'il protège les propriétaires. Alors on a souvent la sensation que ça protège les locataires, jusqu'à un certain niveau. Les propriétaires ici, il y en a beaucoup qui possèdent des immeubles entiers, c'est des voraces. C'est des voraces parce qu'en fait ils ont une population fragile. Tu payais 600 €, mais en fait il faut voir dans quel état vivent en fait des familles qui n'ont pas de papier. Parce qu'en fait, eux, c'est des gros bras qui débarquent, qui les font virer si jamais ils ne payent pas. Et
Le problème, c'est qu'on est dans un environnement où il y a cette possibilité de gagner de l'argent aussi facilement. Donc c'est assez incroyable. Oui, parce que la loi laisse faire, parce que l'État laisse faire, et parce qu'il n'y a pas de régulation à Paris. Les loyers à Paris et dans la région parisienne, c'est de la folie. Je comprends même pas qu'on ait accepté de telles conditions de vie. On galère tous à accepter des tafs qu'on n'a pas forcément envie de faire et qui sont pas les tafs qui nous plaisent vraiment pour arriver à vivre ici en fait, juste ça. Il n'y a pas d'encadrement des loyers, il ne peut pas être mis en place. Et bah ils ont porté plainte et ils ont réussi à l'annuler sur toute la France et là ils essayent de le remettre en place sur Paris. Mais même l'encadrement des loyers, de toute façon c'est pas assez. En vrai il faudrait faire des espèces d'arrêtés où il y aurait plus de possibilités de faire des squats et des machins. Squats permis sur les trucs de la mairie ou sur les logements inhabités et franchement ça fait diminuer les loyers et là au moins il y a un truc, parce que moi je suis presque pratiquement sûre d'être mieux logée ici que dans mon appartement en fait. Il y a un problème de chauffage mais pour comparer à un problème de plomb ou de potentialité d'effondrement, je serais mieux ici en fait. Des arrêtés de réquisition en fait, c'est ça. Des logements vacants ou des immeubles. Pour faire chuter les prix en fait, parce que c'est pas normal d'arriver à... Moi je paye 650 €, on me dit que c'est pas cher. À Paris c'est genre 900 € un appartement comme ça, mais 900 € en fait. C'est qui peut vivre en fait quoi. Complètement débile, mais oui, je te parle, tu dis que personne n'en parle, la police municipale, ils en font l'affichage de la ville de Pantin, je peux pas dire. Elle fait rien, la police municipale, elle ramasse des grammes. Je sais que ça aide, parce que c'est pas sa compétence, mais ils en parlent. Moi je te parle du travail bailleurs sociaux, je te parle du travail de la mairie, je te parle du travail de comment on fait pour rendre notre vie plus simple et moins de difficultés face à son marchand. Merci. C'est un problème national. C'est bien. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent s'inscrire? Dans la population française, les classes populaires, c'est 50% de la population. Donc en fait, 30%, c'est pas assez nulle part. Parce que les classes populaires, elles peuvent clairement, avec un SMIC ou un peu plus, tu peux clairement pas te loger. Et en fait, après, les classes intermédiaires, c'est déjà 20-25%. Donc en fait, si tu as déjà 75% de la population qui clairement ne peut pas se loger ici. Plus, si tu rajoutes dans les cadres, qui sont à peu près 15% de la population, les gens qui sont mal payés comme les profs, en réalité, tu as peut-être 80% de la population qui ne peut pas se loger bien ici. Donc en fait, c'est ça le sujet, c'est que c'est une illusion collective de croire que les classes populaires sont minoritaires et qu'il y a une immense classe moyenne qui s'en sort bien. C'est pas vrai, et c'est encore moins bien en Ile-de-France. Donc 50% de logement social, ça serait déjà pas assez, parce qu'en plus c'est la question de comment on augmente le parc par rapport à ce qui existe déjà. Limite, il faudrait presque construire que du logement social pour répondre à la demande. Ça c'est le premier point. Et après, le deuxième point pour moi, c'est aussi quelle vie on se permet d'avoir. Enfin, quand on est enfermé dans l'option d'être acheteur ou locataire dans le privé ou acheter quand on est cadre de classe moyenne, en fait on se met la corde au cou avec des crédits qui nous coincent à des niveaux de salaire élevés et qui nous préemptent une part super élevée de notre revenu. Et l'accès au logement social ou au logement maîtrisé, c'est aussi la liberté de faire autre chose de son temps, de travailler moins, de se mettre à temps partiel, de ne pas passer tout son revenu, de ne pas être coincé avec un crédit, de pouvoir déménager, de pouvoir baisser en salaire si on veut changer de travail. Donc c'est aussi, pour moi, c'est aussi une vision de la société, de se dire qu'on n'est pas obligé d'être propriétaire, tu vois, mais pour ne pas être coincé dans ce choix-là, il faut accéder à du logement maîtrisé. Parce que sinon, tu te fais trop avoir de rester locataire imprévu et tu finis par basculer, tu vois, voilà. Voilà, moi j'avais juste envie de dire ça. Et après, le deuxième sujet, c'est je suis hyper d'accord sur la question il faut mettre du logement social partout. Moi, j'ai grandi dans un quartier HLM, pas ici, mais en Savoie. Et en fait, ce que je trouve le plus dur, c'est de se sentir relégué, en fait. C'est tu te sens mis à part de la vie, t'as l'impression que t'es un pestiféré. Et du coup, je sais pas, ça renvoie un truc assez violent sur ce côté, ta valeur et dans quelles conditions tu vis, quoi. Donc c'est peut-être moins vrai en Ile-de-France parce que c'est plus mélangé. Et voilà, et le dernier point pour moi, c'est de faire des vrais quartiers de ville dans le logement social. C'est quoi ces immeubles où il n'y a pas de café, il n'y a pas de commerce, il n'y a pas de place, il n'y a que des rues avec des parkings? Ça ressemble à rien. Jamais aucune ville dans le monde n'a été faite comme ça jusqu'aux années 50. Non mais tous les humains sur Terre n'ont jamais fait des villes comme ça. Ils ont tous fait des villes avec des rues, des places, des arbres, des bancs, des commerces, quoi. C'est pas de la ville en fait. Rien n'était comme ça, on est d'accord. C'est un privilège. Moi, je suis d'accord sur juste à titre indicatif, il y a des pays en Europe du Nord, alors c'est plus forcément des modèles, mais juste pour dire, en Hollande, 75% voire 80% de la population vit dans des logements, et on dit pas sociaux, parce qu'en plus le mot social, c'est des logements qui appartiennent au pouvoir public, soit aux collectivités, soit à l'État, et qui sont locataires, c'est la norme. La norme, c'est d'être locataire d'un logement qui appartient
si, entre guillemets, le logement est public. Pourquoi il y a ça? Parce que si c'était un pays où il y a une énorme densité, où il y a potentiellement, si on livrait totalement la question du logement au privé, ça serait... Enfin, bref, c'est une autre culture depuis le début, ça ne veut pas dire que c'est... Il n'y a pas du tout, du coup, cette notion de HLM. Il y a des quartiers plus pauvres que d'autres, bien sûr. Il y a des politiques injustes, il y a des inégalités, il y a plein de trucs, mais c'était juste pour dire qu'il n'y a rien de dire c'est trop ou pas assez. Il n'y a pas de limite théoriquement. Tu vois, il y a des sociétés, il y a des coins où 80% des gens habitent dans du logement qui appartient au pouvoir public en Angleterre, et ça n'a rien d'effarant, et c'est pas du tout une société qui dysfonctionne ou qui est sous un grand ghetto. Hollande, mais il y a plein de pays. Après, c'est une autre culture d'origine. Je veux dire, la Hollande, c'est vraiment pas un modèle sur le champ. Ouais, mais c'est comparable, c'est il y a Singapour, mais Singapour. Voilà. Et en Hollande, c'est au moins 80%. Ouais, je connais plus les chiffres, mais en gros, mais parce que. Ouais, toute la Hollande. Alors pas partout, mais en gros, c'est-à-dire que parce qu'aussi le foncier est hyper cher, il y a cette culture parce que le pays a été gagné sur la mer, donc en gros c'était des gros investissements publics pour drainer, faire des digues, voilà, mais on va pas faire l'histoire de la Hollande. Mais c'était juste pour un indicatif pour dire que ça veut rien dire cette histoire de trop, il n'y a pas de chiffre, idéal, ça dépend complètement des politiques et des politiques de peuplement aussi qui sont décidées parce que c'est clairement la question par rapport à cette question de la relégation. C'est aussi le cas, mais je trouve que la rénovation urbaine, même s'il y a beaucoup de choses à en redire, d'essayer de travailler sur la forme, de retisser, et parce qu'en plus on avait la spécificité que généralement les logements sociaux, ils étaient sur dalle avec des formes très, on dirait, modernes, beaucoup de béton et d'angle droit. Et donc, et généralement, ils ne se raccordaient pas au tissu urbain de l'urbanisme, désolé. Et du coup, tu avais un tissu urbain, en gros, avec des rues, des maisons, des immeubles et tout. Puis tout d'un coup, on prenait une parcelle et là, on l'axait même pas. C'est-à-dire que genre, tout le quadrillage urbain était comme ça. Puis, tac, augmenter le côté, on ne vit pas dans la même ville. C'est-à-dire que t'en as, ils vivent sur une dalle, dans un immeuble beaucoup plus grand que les autres, qui donne pas sur la hauteur. À Pantin, par exemple, une désorientation. C'est où? Ouais, voilà, il y a l'île au 27, ouais, qui est sur dalle. Ah ouais. C'est Porte de Pantin. C'est le seul en fait. C'est sur dalle. T'as un peu cet effet-là quand même sur Diderot. C'est pas sur dalle, mais t'as un... Non, c'est pas sur dalle, mais j'ai dit dalle au hasard. Mais juste l'effet de déconnexion du reste du tissu. En fait, c'est ça que je voulais dire. Voilà, les courtillères aussi. Ça vaut pas rapport de la... Là, c'est plutôt l'utilisation des fonciers. Diderot, c'est des fonciers libres au moment de la construction des HLM dans les années 60. C'était juste pour dire qu'en plus on s'était jamais posé la question de la représentation symbolique, c'est-à-dire qu'est-ce que ça représente d'habiter dans un truc où tu as bien conscience qu'on a mis tous les pauvres dans le même truc et en plus leur forme d'habitat n'est pas la même. C'était une mauvaise interprétation de... En fait, c'est à Pierre, mais je te note, Raphaël. J'inspire. C'était pas vraiment ça que je voulais dire. Je pense que je pense que bon, la société elle évolue. Je pense par exemple à l'explosion du nombre de divorces, une famille recomposée. Je pense au vieillissement de la population, où il y a de plus en plus de personnes âgées seules, parce que les décès, les maladies, les divorces, etc. Donc, je pense que le logement en France, il doit répondre à ces nouveaux besoins qui n'existaient pas encore il y a 30, 40, 50 ans. Donc, il faut répondre aussi au niveau du logement, de l'aménagement des logements des villes, il faut répondre aussi à ces besoins. Les familles qui divorcent, c'est mécaniquement, mathématiquement, il faut plus de logement, évidemment. Les personnes âgées, etc. Donc, je pense que pour répondre à ces... Par exemple, j'avais pensé à un truc, c'est pas moi qui ai pensé, mais... Je crois que c'est à Montreuil, il y a des logements où il y a plusieurs personnes âgées, veuves, célibataires qui vivent ensemble. Donc c'est des logements aménagés où elles ont chacune leur autonomie, une forme de coloc pour aller vite. Coloc pour vieux quoi. Un petit peu. Non mais
C'est bizarre que chacun. On peut passer au Cantou. Avec des pièces communes, des choses comme ça. C'est les babas. Voilà. Ah, Par exemple, c'est un truc de femmes. il faut que les personnes âgées évitent à tout prix qu'elles finissent sur Baba Yaga, non, Baba Yaga. C'est pas Voilà. Tu vois, il faut que les femmes et pour répondre à ces nouveaux besoins de logement, je pense aux personnes seules, aux personnes handicapées, aux femmes, etc., battues, à toutes ces problématiques. Je pense qu'il n'y a que le logement social qui peut répondre. Le privé, il n'en a rien à cirer. Le privé, il veut faire du profit. Le logement pour le privé, c'est une marchandise, une source de profit, point barre. Il n'y a que le logement social qui peut répondre à ces besoins, à ces nouveaux besoins. Et c'est pour ça qu'il faut le défendre, le moderniser, le développer, leur donner une image positive. Voilà, j'ai fait diffuser une brève idée sur la question de la mixité sociale. Moi, je pense qu'il ne faut pas s'enfermer dans cette question-là, parce qu'elle a été utilisée, mobilisée à tort et à travers, notamment depuis les années 80, où ça a été un idéal de la politique de la ville, des opérations de rénovation urbaine, et c'est utilisé comme si le fait de mettre des pauvres avec des moins pauvres allait régler la situation globale de la société. J'ai quasiment toujours habité au Pommier, qui est une cité HLM où il n'y a pas où en marge il y a des populations beaucoup plus aisées, etc. La question de la mixité sociale se faisait peut-être dans les établissements scolaires ou autres, où là ça marchait assez bien. Les gens des Pommiers fréquentaient des établissements scolaires où il y a quand même de la mixité sociale. Je pense aux écoles Charles-Marais, même au collège Lavoisier, où il y a quand même une certaine mixité, mais c'était pas une fin en soi en fait. C'est pas parce qu'on est dans ces établissements-là, qu'on a grandi dans un quartier où il y a de la mixité, que ça va forcément mieux. La question centrale pour moi, c'est les conditions d'existence dans ces quartiers, les conditions aussi de possibilité d'ascension sociale et d'émancipation. Si on s'enferme dans la seule question de la mixité sociale en pensant que c'est ça qui va sauver la situation des classes populaires, je pense qu'on s'engouffre dans un chemin qui est une impasse, parce que ça a déjà été tenté. Je pense aux opérations de rénovation urbaine où il y a eu des semblants de mixité sociale, mais c'était toujours les catégories, le haut du panier qui pouvaient avoir l'accession à la propriété, donc ça crée des serpents qui se mordent la queue. Ça peut être un objectif, mais un objectif parmi d'autres, cette mixité sociale. Je pense que le vrai problème, c'est quelles sont les conditions d'existence des classes populaires dans ces quartiers-là. Et deuxièmement, pour répondre à ta ouais, aussi, c'est surtout à l'école que ça se pose, parce qu'il y a des études qui ont montré que lorsqu'il y a des classes où il y a des différents niveaux, différentes situations sociales, les élèves, ça marche mieux. Par contre, là où je te rejoins, Pierre, essentiellement, c'est que aussi les politiques publiques doivent répondre à des mutations des structures familiales, de tout ça. Et moi, je pense aussi, je ne sais pas comment agir là-dessus, mais il y a beaucoup de jeunes. En fait, à Paris, l'émancipation, quand tu es jeune, elle est beaucoup plus difficile que peut-être dans d'autres territoires, parce qu'en fait, pour partir de chez ses parents, c'est hyper compliqué. Tu restes jusqu'à 25 ans chez tes Voilà, on est obligé de rester sur une période beaucoup plus longue. Et donc peut-être qu'il y a des politiques publiques plus innovantes qui devraient être pensées. Je pense à la cohabitation, développer des logements sociaux, aussi des petites surfaces pour des studios, ou favoriser la cohabitation auprès des bailleurs sociaux qui sont quand même assez réticents là-dessus, la colocation pardon. Enfin, tout se poser et essayer de penser des politiques innovantes, publiques innovantes, qui répondent à ces besoins, aussi bien sur la question des mutations de la structure familiale, mais aussi sur cette question de quelle émancipation pour les jeunes. Si ça passe par se payer un logement, et bien là malheureusement cette émancipation elle est beaucoup plus difficile s'il n'y a pas des possibilités de s'inscrire dans la cohabitation, dans la colocation, dans des petites surfaces dans les HLM. Le Lanru allait visiter l'appart, et quand les mecs sont venus visiter l'appart, les fils qui étaient là, ils avaient viré les superposés et tout, c'était l'appart du fils du propriétaire. Voilà, et il avait ses fiches de paie, il pouvait être éligible. Et le mec, il allait sur les moi, je me suis trouvé dans une situation totalement merdeuse, c'est-à-dire qu'est-ce que tu dis? Et après d'ailleurs, avec le syndic de copro et avec ce que m'avaient dit les gens de la
passe au RECA, en fait, on est censé dénoncer ces gens-là. Tu parles des marchands de sommeil. Oui. Il y a une obligation du syndic, alors, évidemment qu'il le fait que à la demande des copropriétaires et de l'Assemblée Générale, mais de dire, voilà, on demande à la préfecture de visiter cet appartement-là, parce que là, il y a des marchands de sommeil. Et moi, je me suis retrouvé dans une situation totalement merdique, parce que tu vois, c'est carrément de la donation. Bah oui, mais bon, après. Et puis, moi, mon problème, c'est pas tellement, parce que moi le gros port, qui se fait, parce que des appartements comme ça, il y en a plein, et il se fait de plus en plus pour du cas. Moi, le dénoncer, je m'en fous. Par contre, ce qui m'emmerde, c'est mes voisins. Tu vois, ces gens-là, on va les foutre dehors, et ils vont aller retrouver un autre truc, mais bon, pas à Pantin, pas à Quatre-Chemins, à Aulnay, tu vois, à la Courneuve, plus loin. Là, ce que tu aurais pu dénoncer, c'est l'ANRU en fait. Oui, mais c'est parce que sinon, en fait, on peut être viré là. Si le logement est correct, les écoles ne sont pas péril. Du coup, l'ANRU, effectivement, il y a le mec qui touchera aucune thune pour sa réclamation, tout ça, c'est clair. Hein, si tu dénonces. Oui, mais parce que les mecs qui l'ont vu, enfin, tu vois, ça reste. Moi, je l'aurais dit quoi. Non, mais après, si tu dénonces en tant que marchand de sommeil, il se passe quoi? Vis-à-vis de l'ANRU, il n'aura pas de subvention. Mais vis-à-vis de la préfecture. Et vis-à-vis de la préfecture, bah écoute, je sais pas, on va voir, parce que du coup, finalement, ça s'est fait quoi. Tu vois, j'étais tout seul, et du coup, effectivement, le syndic a fait un moment on est obligé, donc il a fait le politique, il a envoyé à la mairie et à la préf. Après maintenant ça va prendre vachement de temps, c'est-à-dire que la mairie doit envoyer des gens pour visiter, tu vois. Il le sait, c'est un salaire. Voilà, c'est le rez-de-chaussée, devant le local à poubelle, les mecs qui sont en fait, les gens qui ont qui sont corrects. Il y en a qui sont vraiment dégradés. Du coup, s'il n'est pas trop dégradé, ça. Non, il n'est pas tant dégradé que ça. Bah, les parties communes, c'est pas top. Par contre, tu vois, les conditions de vie et de logement, d'être assis dans un 25 mètres carrés, tu vois, c'est. Après aussi, d'ailleurs, quand tu raisonnes en tant que copropriétaire, par contre, ces gens, ils dégradent la copropriété, c'est sûr, tu vois, parce qu'ils sont les douches, tu vois, du coup, toutes les canalisations sont pourries, enfin, tu vois, l'entretien. Voilà, c'est vraiment, et puis les mecs, effectivement, c'est vraiment donc, ce qui est marrant, par contre, c'est des mecs qui payent leur charge, tu vois, au but sur l'ongle, c'est des mecs qui sont jamais en retard. Ils vont avoir aucun problème, en fait. Le jour où ils ont un problème, tu vois, moi quand je dis que j'ai vraiment un problème philosophique, tu vois, je veux dire, qu'est-ce que je fais? Il faut que tu aies des outils de solidarité qui soient au niveau de la municipalité, quoi. C'est que tu sois en capacité de dénoncer le marchand de sommeil et en même temps de t'occuper des personnes qui sont trop malades. Oui, mais ça, faut que la municipalité elle soit d'accord de donner sans papier qu'elle soit chaude et de les loger, tout ça. Du coup, les mecs, c'est pas qu'elle soit macroniste, quoi. Ouais, voilà. Je pense qu'il y a même d'autres gens pas macronistes qui seraient pas trop chauds. Enfin, tu vois, il faut accepter de dire ok, on accueille, etc. et ils logent et machin et tout ça. Ça rejoint la première. Mais après, d'ailleurs, à propos de logement, d'ailleurs, derrière, là, au moment, il y avait un truc de de solidarité, là, dans les hangars, là, derrière. Et il y avait un gros truc où ils faisaient centre d'hébergement d'urgence, etc. Où c'était un hangar dans lequel ils avaient monté des tentes, type de l'ONU, là. Les tentes, comme quand on voit les camps au Soudan, etc. Machin, les tentes blanches avec des trucs bleus. Qui, depuis d'ailleurs, ils se sont fait dégager, je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, il y avait un truc où il y avait beaucoup de familles et tout ça qui étaient logées derrière là. Et depuis, il y a des boîtes qui sont arrivées, machin, notamment où il y a la réserve des arts, les monstres, tout ça là. Bah, il y a un an, c'était pas des sans-papiers. Parce que tu as eu tous les claquements du camp qui étaient exactement en fait du autour de la chapelle. C'est date il y a et la prison a essayé de trouver et de réquisitionner d'ailleurs il y avait aussi un gymnase qui a été réquisitionné hébergé d'urgence. Mais là pour moi c'était pas un truc, c'était un truc d'urgence mais ça ressemblait à un truc quand même très installé. C'est-à-dire qu'il y avait Emmaüs, ils étaient là, il y avait des éducs, il y avait des animations qui étaient prévues, etc. Enfin il y avait quand même un vrai suivi, ça avait pas l'air d'être juste le truc de gymnase pour 3 jours, hein, parce que dans les centres souvent quand ils expulsent, tu te files en gymnase là, tu fais 3 jours et après t'es viré. Enfin, après tu retournes te mettre dans un camp, etc. Là ça avait l'air un peu pérenne. Je sais pas trop ce que ça a fait. Je sais qu'il y a des boîtes qui sont allées, qui ont pris le truc et
je sais pas si Emmaüs s'est barré d'eux-mêmes, s'ils avaient un bail précaire, je sais pas ça, mais en tout cas il y avait, enfin, ça existait en tout cas. Et en plus il y a plein de bâtiments à Pantin, même au 4 chemins là, des grands bâtiments vides, un grand bâtiment vide par exemple, mais il y a des grands bâtiments vides qui en fait pourraient servir à faire du logement, enfin, il faut les remettre en état et tout ça. Il y a plein de grands trucs comme ça, des grands hangars, etc. Et ça existe en fait. Et ces trucs-là, je sais pas, alors évidemment, je sais pas qui est propriétaire, je sais pas qui est là, etc. Bien entendu, c'est tout ça, on est d'accord, mais en fait, ces bâtiments, ils existent en fait. Encore en fait. Quand ils vont faire les quartiers, ils vont tout raser, ils vont mettre des lofts et tout ça, ça va être réglé. Ah, c'est là, les collègues, arrête de montrer derrière. Non, mais c'est tout derrière là. Donc moi j'ai un sens d'orientation pourri. Il n'y a que 17%, alors qu'en fait, au lieu d'être très très peu, il n'y a pas beaucoup en fait. Non, mais sur la préfecture, c'est du discours de Cairn, hein, de dire effectivement, nous on va faire du logement social. Et non, mais par exemple, c'est-à-dire que du coup, ils savent depuis des années que c'est comme ça. Donc en fait, un quartier qui est identifié comme ça, en étant très insalubre, on pourrait dire, la mairie, enfin je sais pas qui, enfin en tout cas la mairie pourrait dire, et ben là on fait du contrôle très régulier, c'est-à-dire tous les 3 ans on vient et dans des quartiers peut-être où il y a moins de problèmes, enfin où il y a moins de retour de ça, on peut ne pas le faire. Mais en fait, c'est pas si compliqué d'identifier des quartiers. Ma priorité, c'est les 4 chemins. Et là on a dit, ok, on est dans la merde. On est dans la merde, c'est-à-dire que le mec... Mais ouais, non mais là c'était vraiment son mandat, c'était le mandat des 4 chemins. Et on a compris qu'en fait il a... voilà, on va passer en récupère, tu vois, à part effectivement déloger, faire du logement social. Alors qu'en fait du logement social, tu vois, s'il y a un quartier de logement social, c'est les 4 chemins. C'est pas du logement social HLM. Et en l'occurrence, tous les cas sociaux de Pantin, ils sont... Ouais, mais c'est du logement social, c'est exploité. Voilà. Pas fait pour des gens. T'as quand même une partie de la population qui est tellement fragile parce que pas de papier, parce que pas d'illégalité. Moi je suis dans une maison sociale, monsieur. En fait, c'est des borasses. Moi je suis social borasse. Moi c'est pas pareil. Moi c'est pas. J'ai un dossier médical, c'est pas pareil. Des petites mafias, des intérêts. Non mais pas tout, mais de toute façon je suis pas en train de dire c'est comme ça, mais c'était juste. Et la ville elle était encore communiste. Parce que c'est pareil, les mécaniques de rénovation, la gestion du coût, c'est ultra technique et tout, mais là il y a des vrais sujets sur qu'est-ce qu'on fait de Touchard, qu'est-ce qu'on a encore comme marge de manœuvre, et sur la cité fertile. La cité fertile, il faut savoir, c'est pas un choix de la mairie. Hein.